Quelle déception! Après avoir relu de fond en comble le dictionnaire de l'éducation publié sous la direction de la sociologue Agnès Van Zanten, directrice de recherche au CNRS, dans la célèbre collection qu'elle dirige aux presses universitaires de France en 2008. J'espérais trouver une série d'articles sur l'éducation dans toute son ampleur. Je n'ai trouvé que des textes érudits et axés sur l'école. Ce n'est pas que cet ouvrage soit dépourvu d'intérêt. Il présente une importante synthèse de ce que la cité savante française et anglo-saxonne offre comme études et recherches académiques dans le domaine de l'école. Évidemment, ils sont privilégiés les écoles de pensée et les laboratoires en sciences sociales ou de l'éducation qui ont pignon sur rue dans l'ordre scientifique politiquement correct. Nous sommes plus près, dans cet ouvrage, des républicains du savoir que des pédagogues. Sur ce plan, des informations nous sont fournies sur de nombreuses recherches sur la vie scolaire, notamment outre-Atlantique. Toutefois, je me demande vraiment à qui peut bien servir une telle publication. Certainement pas aux praticiens de terrain. Plus que jamais, ce livre me confirme dans la distinction qu'opère le psychosociologue Max Pagès entre les écoles, les bandes et les confréries, dans son récent ouvrage sur l'implication, termoni par nos auteurs. Pour Max Pagès, la bande est un groupement provisoire, à visée plus tactique que stratégique, hâtivement constituée, hâtivement dissoute. Elle a pour but d'occuper des positions, un créneau intellectuel, une notoriété, des pouvoirs concernant notamment les postes universitaires d'enseignement et de recherche et d'édition. Ces chefs sont des chefs de guerre, dans la compétition féroce que se livrent les bandes. Le ressort fondamental de la bande est l'envie. Il faut prendre à l'adversaire son territoire, ses armes, comme dit-il. Page 231 de son livre. Nous sommes bien ici en présence de bandes, rédactionnelles et théoriques, voire idéologiques, en sciences sociales et de l'éducation. Les auteurs légitimes se citent entre eux plusieurs fois, en particulier les plus jeunes, qui font largement allégeance aux figures de proue de la cité savante officielle. L'ouvrage donne la parole à des intellectuels moins en place dans l'ordre académique classique, professeurs d'université ou directeurs de recherche du CNRS, mais influents dans le domaine des médias. Par exemple, un des rédacteurs bien cités est l'un des principaux mentors de la revue de vulgarisation Sciences humaines. Gageons que ce dictionnaire aura de bonnes feuilles dans le dit magazine. Avec le dictionnaire de l'éducation, nous sommes dans le monde institué des sociologues, des psychologues, surtout expérimentaux, de quelques cliniciens bien en vue, et de philosophes qui ne se permettent aucune dérive. Nous sommes aux antipodes d'un dictionnaire qui se voudrait ouvert au monde de la confrérie, qui est pour Max Pagès un aéropage d'intellectuels, venant d'horizons différents, dotés d'une tolérance à d'autres modes de pensée que l'univers de chacun, et cherchant ensemble à comprendre le réel. Il est vrai que Max Pagès, au terme d'une vie professionnelle bien remplie, ne se fait pas d'illusions sur la possibilité de réalisation de telles confréries dans la sphère universitaire. Certes, cet ouvrage n'est pas sans intérêt pour les étudiants et chercheurs assidus aux mondanités, aux approbations savantes du monde académique. Ils auront la possibilité ainsi de citer les bons auteurs, ceux qui font florès au CNU et dans les colonnes des revues soi-disant scientifiques. Je le recommanderais à mes étudiants en ce sens, d'autant qu'ils trouveront quantité de références anglo-saxonnes, peu habituelles en France. Le principal n'est-il pas, en effet, de montrer que l'on connaît ces références, sans les avoir lues pour autant?
L'ensemble de l'œuvre est sous l'égide de l'ordre établi en sciences sociales. Le comité rédactionnel scientifique n'aime guère l'implication, les histoires de vie, la recherche-action, l'interculturel, dont on ne trouvera aucune trace dans l'index thématique. Évidemment, la question de l'éducation, et même de l'école dans d'autres civilisations non occidentales, semble un horizon trop lointain pour être accepté par nos auteurs. Nous restons entre nous, bien au chaud, dans notre Occident scolarisé. Par contre, les travaux des sociologues bien en place dans le monde très fermé en sciences de l'éducation sont cités de très nombreuses fois. La responsable éditoriale à qui on peut faire le reproche de tromperie sur la marchandise par un titre qui ne correspond pas à son contenu, tente une argumentation des plus fallacieuses dans son introduction, et évidemment scientifique, pour justifier son choix. Il s'agit bien, dit-elle, d'un dictionnaire sur l'école, qui se veut réaliste et objectivable. Mais pour elle, l'éducation semble se réduire à l'univers scolaire, vu dans ses dimensions les plus instituées. Même des catégories qui font partie de l'école, comme le jeu ou des activités artistiques ou culturelles, sont ignorées ou diluées dans des articles qui se veulent englobants. Tout ce qui est dans l'école, mais hors de la classe, demeure insignifiant dans l'ouvrage. Discutant de l'institution scolaire, les auteurs ignorent totalement le mouvement de l'analyse institutionnelle, qui pourtant a et a eu une influence considérable sur la classe. L'interculturel est cantonné dans le multiculturalisme, où la notion d'intégration et la notion de pédagogie interculturelle, par exemple de Martin Abdallah Pretzel, n'est même pas citée. La dimension religieuse est quasiment absente ou traitée sociologiquement de façon superficielle, alors qu'elle traverse actuellement le monde scolaire, notamment dans ses modulations culturelles. Le mot imaginaire est presque inconnu et perdu dans un article sur la psychanalyse légitimée, tandis que le mot mythe n'est même pas prononcé. Pourtant, certains auteurs sont très estimables, comme Mirail Sifali, Daniel Hamlin, Jean Rousseil, Michel Fabre ou Anne-Marie Anzouin, par exemple. Que s'est-il donc passé? Quelle violence symbolique subtile les responsables ont-ils imposée aux rédacteurs? Je me pose la question. Mais la cerise sur le gâteau est certainement le fait qu'un dictionnaire qui prétend parler de l'école et de la pédagogie ne cite jamais Gaston Mialaret, dont on vient de célébrer pourtant à l'université René Descartes de Paris le 90e anniversaire. Pas un mot dans l'article sur les sciences de l'éducation rédigé par 2 universitaires de Genève, alors que les 150 personnes venant de tous les coins de France et de l'étranger dans l'amphithéâtre ont largement rendu hommage à l'action de Gaston Mialaret pour l'institutionnalisation en France et dans le monde des sciences de l'éducation. Nous sommes loin, très loin d'une réflexion sur l'éducation, et on se demande si ce n'est pas par stratégie que les auteurs ont choisi de nommer ainsi leur document. Ne fallait-il pas faire croire au bon peuple que l'éducation et l'école, c'est la même chose? On se plaît à imaginer un contre-dictionnaire de l'éducation à la manière de Michel Onfray écrivant son anti-manuel de philosophie. L'éducation, c'est vraiment autre chose. Une réflexion et une pratique à partir d'un ensemble de valeurs, de symboles, de mythes qui font sens dans une culture donnée et pour lequel le séduquant tente, avec l'aide d'autrui, de construire son propre monde intérieur, pour le meilleur et pour le pire. Ne cherchez pas ce genre de discussion dans le livre en question. Les auteurs ont décidé de revêtir la blouse grise de l'instituteur de la Troisième République et de revenir à l'emprise républicaine d'un savoir légitime, bien dans le vent aujourd'hui. Autant dire que si Bourdieu arrive souvent sous la plume des auteurs ou des contemporains comme Dubay ou Bautier, on ne trouvera jamais Mérieux, Morin, Louraud, Lapassade ou Ardoineau, sans parler de Rémiès, pourtant un des auteurs les plus prolifiques en éducation.
L'avenir de l'éducation nous dira, en fin de compte, qui a raison de cette belle réalisation de l'effet Ben Barka en sciences de l'éducation, si bien effectué dans ce dictionnaire de l'école, je veux dire de l'éducation. J'ai en effet nommé effet Ben Barka en sciences humaines l'effet de disparition par l'omission systématique, la non-référence, le silence orchestré et l'ostracisme généralisé à l'égard des théories qui viennent contredire, altérer ou débusquer les partis pris épistémologiques qui se présentent sous des airs d'objectivité scientifique dans mon livre sur l'approche transversale, l'écoute sensible en sciences d'éducation, aux éditions Anthropos en 1997.